Hier, Arnaud Lagardère a annoncé qu'il quittait ses fonctions de PDG, terminait la présidence de la société qui chapeaute Europe 1, JDD, Paris Match, terminait la présidence d'Hachette Livre. Une décision qu'il n'a évidemment pas prise sur un coup de tête. Arnaud Lagardère venait d'être mis en examen pour, je cite, diffusion d'informations fausses ou trompeuses, achat de votes, abus de biens sociaux, abus de pouvoir et non dépôt de compte. Derrière tous ces chefs d'accusation, en fait, la justice reproche à Lagardère d'avoir financé son train de vie avec l'argent de ses sociétés personnelles. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais qu'on s'appuie sur une actu, on va dire politique, pour parler de philo, et vous en avez peut-être entendu parler, mais comme vous l'avez vu dans l'intro, Arnaud Lagardère, un chef d'entreprise français dirigeant du groupe Lagardère, a été mis en examen cette semaine pour des suspicions d'abus de biens sociaux, c'est-à-dire en gros du détournement de fonds qui appartiennent à une société, et alors a priori ça a peu de rapport en soi avec la philo, mais l'une des choses que j'essaie de faire sur cette chaîne, c'est de montrer que justement la philosophie, c'est pour tout le monde, parce que tout le monde y est confronté, tout simplement parce que la philo, fondamentalement, elle s'intéresse à des choses qui sont universelles. Et du coup, on peut trouver des occasions pour la réflexion philosophique dans plein d'aspects du quotidien, y compris l'actualité politique, médiatique, artistique. Et c'est le cas ici, cette affaire Lagardère est une bonne occasion de nous pencher sur ce que la philosophie a à dire au sujet de l'argent, de la corruption, du pouvoir, de nos désirs pour ces choses et de leurs effets sur nous les humains. Alors évidemment, si vous avez regardé d'autres vidéos de la chaîne, notamment quand on a pu évoquer le concept de méritocratie ou plus récemment la philanthropie, vous vous doutez que les grandes fortunes, qu'elles soient françaises ou autres, c'est pas forcément des gens dont je suis un grand fan. Pour autant, je pense qu'il faut pas se méprendre sur la question individuelle, c'est-à-dire que le problème c'est pas les personnes, mais les systèmes qui produisent les personnes. Et donc les Elon Musk, les Bernard Arnault, les Bill Gates, etc., ils sont simplement le produit, comme tout le monde d'ailleurs, de leur société et de leur époque. Ce que je veux dire par là, c'est que si Arnaud Lagardère n'existait pas, il y en aurait eu un autre à sa place. La nature a horreur du vide. Et donc mon propos dans cette vidéo, ça va pas être de vous dire Lagardère méchant, parce que c'est pas très intéressant, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi régulièrement on a des personnalités, soit d'argent, soit de pouvoir politique par exemple, qui se retrouvent accusées d'avoir détourné des fonds, fait de l'exil fiscal, trafiqué des comptes, acheté des votes, etc., alors que a priori, ce sont des gens qui sont très largement à l'abri du besoin. Donc on se penchera sur ce que la philosophie a à dire à ce sujet, mais avant ça, pour vous donner quelques éléments sur le cas spécifique qui nous occupe, je voulais vous lire un extrait d'un papier à ce sujet, paru il y a quelques jours, c'est un article de Aude Dassonville et Rémi Dupré pour Le Monde. Je cite. Au cœur des investigations des magistrats instructeurs, les écritures comptables acrobatiques de M. Lagardère et ses dépenses, notamment ses frais personnels et familiaux, comme les travaux dans ses résidences volant jet privé, effectués par le truchement de Lagardère SAS et de la holding Lagardère Capital et Management, LCM, qui abrite les participations du dirigeant au sein du groupe éponyme. En d'autres termes, Arnaud Lagardère est soupçonné d'avoir financé son train de vie et ses dépenses personnelles par ces deux sociétés, des abus de biens sociaux présumés dont le montant pourrait s'élever à plus de 80 millions d'euros, 32 millions au titre de la dette issue de la succession de son père Jean-Luc Lagardère, un compte courant d'associé débiteur de 5,7 millions d'euros en 2014, un prêt d'1 million d'euros consenti à son bras droit Pierre Leroy en 2005, ainsi que des avances en compte courant d'un montant total de 42 millions d'euros en 2014. Dans un autre volet du dossier, M. Lagardère est soupçonné d'avoir acheté le vote des actionnaires qataris en sa faveur lors d'une assemblée générale de mai 2018, sur fond de guerre ouverte entre l'homme d'affaires et le fonds d'investissement activiste Amber Capital. Sollicités, les avocats de M. Lagardère, Sébastien Chapira et Dimitri Grémont, n'ont pas souhaité réagir. Donc voilà, ici vous avez en gros les éléments à charge dont Lagardère est suspecté, et soit dit en passant, cet épisode est une belle affaire pour notre ami Vincent Bolloré parce que le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Le juge d'instruction ne s'est pas contenté de ces multi-mises en examen, il a aussi interdit à Arnaud Lagardère de diriger une entreprise. Donc conséquence logique, Arnaud Lagardère ne peut plus exercer, donc il démissionne. Je le précise, le dirigeant conteste les faits, il a annoncé qu'il allait faire appel, et du côté du groupe, bien sûr, on parle de décision provisoire en attendant, je cite, la possibilité pour Arnaud Lagardère de reprendre la direction effective. Et pour les médias qu'il dirige, qu'est-ce que ça change? Rien, Nicolas, parce que depuis 2 ans, il est cornaqué par beaucoup plus puissant, plus féroce et plus riche que lui, Vincent Bolloré. Plus rien n'appartient en fait à Arnaud Lagardère. Pour mesurer à quel point il s'est soumis à Bolloré, il faut lire la longue enquête que lui a consacrée Libération lundi. La journaliste Sophie Desdésert raconte comment le milliardaire breton a pris possession jusqu'au siège de Lagardère. Comment il a installé ses hommes dans les bureaux qui jouxtent celui du patron, si tant est qu'Arnaud Lagardère patronne encore quelque chose. Vincent Bolloré, lui, ne partage pas le pouvoir. À peine avec ses propres enfants, encore moins avec un homme venu de l'extérieur, qui plus est lorsqu'il s'est révélé si mauvais gestionnaire. Voilà, c'est pas vraiment le sujet, mais ça me semblait quand même important à préciser. Et en vérité, tout ça, c'est un peu un prétexte pour moi, parce que, comme souvent, quand on est face à une affaire, en fait, c'est pas forcément si exceptionnel que ça, et c'est plus une manifestation de tendance générale, c'est-à-dire de choses qu'on peut observer dans la société, plus que d'un fait hors norme. Et les scandales de gros sous, en fait, il y en a régulièrement.
Quand ça fait vraiment parler, notamment à l'échelle mondiale, en général c'est surtout quand il y a une affaire de plus grande ampleur qui concerne des personnes par milliers, et là je pense notamment aux Panama Papers, dont je pense que vous vous souvenez, c'était une affaire dans laquelle des données extrêmement nombreuses avaient fuité dans la presse, données qui étaient liées à plus de 200 000 sociétés offshore, donc voilà, c'était des faits d'exil fiscal, mais au-delà de ça, on a aussi régulièrement des affaires plus personnelles, des affaires plus à taille humaine, comme ici avec Arnaud Lagardère, ou bien depuis quelques années avec une tête connue des réseaux sociaux, Oussama Ammar, qui est un entrepreneur franco-libanais accusé de choses assez similaires, notamment au sein de l'incubateur d'entreprise qu'il avait cofondé, The Family. Bref, tout ça étant dit, moi, à titre personnel, ce qui me surprend toujours un peu dans ces affaires, c'est que, ce que je disais dans l'intro, la majorité des personnalités que ça concerne sont des gens qui, en théorie, n'ont pas besoin de plus d'argent. Alors dans le cas d'Oussama Ammar, je sais pas avec certitude, mais dans le cas d'Arnaud Lagardère, je suis assez convaincu que, quoi qu'il arrive, tout ira plus ou moins bien pour lui au niveau financier. Et pourtant, quand on regarde le détail des montants qui sont suspectés d'avoir détournés, c'est des sommes d'argent faramineuses, dont on a du mal en plus à imaginer ce qu'elles peuvent bien apporter aux personnes qui les dépensent. Et souvent d'ailleurs, un terme qu'on entend, et c'était le cas dans l'article que je vous ai lu un peu plus tôt, c'est celui de train de vie. Machin est soupçonné d'avoir détourné de l'argent, en millions d'euros, pour financer son train de vie. Donc en théorie, on parle là de dépenses qui sont liées à leur plaisir, on n'est pas dans la subsistance, le train de vie c'est pas ça. Et moi mon hypothèse c'est que, en réalité, ces sommes énormes n'ont pas permis à Lagardère ou à Oussama Ammar d'être particulièrement plus heureux. Et là on en arrive donc à la fameuse question de savoir si l'argent fait le bonheur, et à notre première référence de l'épisode, alors qui n'est pas de la philo mais plutôt de la psycho, et cette référence elle est liée à une étude de plusieurs chercheurs en psychologie, mais notamment elle est associée souvent à un en particulier, Danny Kahneman, qui était à la fois psychologue et économiste, qui s'est penché sur le sujet. Pour info, il a été aussi prix Nobel d'éco, il me semble, en 2002. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, et je parle de lui au passé parce que malheureusement Daniel Kahneman est mort tout récemment, là, fin mars 2024, et donc justement Daniel Kahneman c'est quelqu'un qui est notamment connu pour avoir travaillé sur ce sujet spécifique, celui des potentielles corrélations entre revenus qui augmentent et bonheur, satisfaction qui augmente. En particulier donc avec cette étude qui date de 2010 par Kahneman et Deaton, dont, pour faire très court, la conclusion était que oui, l'argent contribue au bonheur jusqu'à un certain point. Je vous lis un nouvel extrait d'un article du Monde à ce sujet, c'est un papier de Marie de Vergès qui date de la même époque, donc 2010, et ça a son importance. Je cite. Dans une étude publiée lundi 6 septembre par la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, ils expliquent que l'argent ne fait pas forcément le bonheur, sous réserve de gagner au moins 75 000 $ par an, 58 000 euros, soit quelques 6 200 $ par mois. C'est aujourd'hui la situation d'un ménage américain sur 3. Au-dessous de ce seuil, mieux-être et satisfaction au jour le jour sont clairement liés à la progression du salaire. Mais au-delà, de nouvelles augmentations n'améliorent plus ce qui compte le plus pour le bien-être émotionnel, tel que passer du temps avec ceux que l'on aime, échapper à la douleur et à la maladie, et profiter de ses loisirs. Alors en 2021, un autre chercheur, Matthew Killingsworth, a publié une étude contradictoire qui observait que le bien-être continue d'augmenter même au-delà de 75 000 $ par an et par personne. Donc clairement ça remettait ça un petit peu en question, je veux pas faire semblant que c'est un fait établi, mais justement plus récemment, et c'est ça qui est le plus intéressant, en 2023, Kahneman et Killingsworth se sont associés pour publier une troisième étude conjointe qui montrait qu'en fait c'était surtout chez les gens malheureux que le bonheur lié à l'argent a un plafond de verre. Cela étant dit, même Killingsworth reconnaissait sur le site de l'université de Pennsylvanie que, je cite, « l'argent n'est qu'un des multiples déterminants du bonheur, il n'en est pas la clé, mais il peut probablement y contribuer un peu. » Au final, donc, on en arrive à des conclusions qui sont pas bien différentes de l'intuition de pas mal de philosophes, et depuis longtemps. Pour Aristote, par exemple, l'argent est un moyen, mais certainement pas une fin, et c'est apparent dans cet extrait de l'éthique de Nicomaque, que je pense que je vous ai déjà lu dans mon épisode du podcast consacré à l'eudémonisme aristotélicien. Vous allez voir que c'est très court, je cite. « Quant à la vie de l'homme d'affaires, c'est une vie de contraintes, et la richesse n'est évidemment pas le bien que nous cherchons, c'est seulement une chose utile, un moyen en vue d'une autre chose. » Alors évidemment, ça c'est très propre à la philosophie morale aristotélicienne, mais comme vous voyez, déjà dans la philosophie classique, on a des auteurs comme ça qui ne sont pas dupes sur les limites du bonheur que peut procurer l'argent. Et pour le coup, chez les philosophes, il y a quand même plutôt un consensus pour dire que l'argent, certes, ça vous donne des options, et donc ça vous rend potentiellement plus libre, mais jusqu'à un certain point, parce que ça peut aussi vous consumer, vous asservir, etc. Et donc pour en revenir au sujet des soupçons d'abus de biens sociaux, comme avec Arnaud Lagardère ou bien Oussama Ammar, encore une fois, on peut se demander si les sommes qu'ils ont potentiellement détournées pour financer leur train de vie leur ont véritablement procuré du bonheur, ou bien si finalement c'était pas une simple distraction, une façon de se divertir pour échapper dans une certaine mesure à leur tracas ou à l'ennui. Parce que c'est pas la même chose, ne pas être malheureux, surtout quand c'est juste un état temporaire, ça ne veut pas dire être heureux. C'est pour ça que je parle d'ennui et de divertissement, et là je pense que certains ou certaines d'entre vous m'ont un peu vu arriver avec ma prochaine référence philo, qui est Pascal. Donc Blaise Pascal, c'était un mathématicien et physicien français du XVIIe siècle, qui est notamment connu pour son théorème éponyme en géométrie projective, mais évidemment, nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plus le Blaise Pascal philosophe, et notamment son ouvrage des Pensées, qui est un recueil de notes et d'aphorismes paru en 1669, donc 7 ans après sa mort, et dont le thème principal est justement celui du malheur presque intrinsèque de la condition humaine, et des artifices dont on use pour s'en divertir, là j'emploie ce terme au sens vraiment étymologique, c'est-à-dire s'en détourner. Et je voulais vous lire un premier extrait des Pensées à ce sujet qui parle justement de cette notion spécifique, je cite,
Divertissement. Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes, et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de biens pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. Et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. Et ces considérations sur le divertissement, c'est quelque chose que beaucoup de philosophes ont noté, avec des conclusions différentes d'ailleurs. Pour Pascal, la solution réside en Dieu, pour Descartes, elle réside dans la recherche philosophique, pour Camus, elle est encore ailleurs, et c'est un sujet que j'avais évoqué dans ma vidéo d'il y a 1 an à peu près sur le vidéaste Ciné Regé, qui justement, il me semble, est un peu dans une forme de boulimie du divertissement, dans laquelle il faut toujours être en demande et en recherche du dernier film, de la dernière série, etc., à mon sens, pour combattre une forme d'angoisse existentielle. Alors vous allez me dire qu'on est parti assez loin des déboires judiciaires d'Arnaud Lagardère ou bien de Oussama Hamar, mais en fait je pense qu'il y a une part de ça, je pense que même quand on est déjà riche ou qu'on a déjà de l'influence, eh bien on en veut plus et on a un train de vie de plus en plus extravagant parce que, en fait, cette soif de divertissement, quelque part, elle est insatiable, parce qu'elle est le symptôme d'un mal plus profond. Et là-dessus, je laisserai le mot de la fin à Blaise Pascal, parce que même si ses conclusions très catho me laissent un petit peu sceptique, il me semble que son diagnostic est pertinent. Et en plus, il a du style. Je cite. « Ainsi s'écoule toute la vie. On cherche le repos en combattant quelques obstacles, et si on les a surmontés, le repos devient insupportable. Car ou l'on pense aux misères qu'on a, ou à celles qui nous menacent. Et quand on se verrait même assez à l'abri de toutes parts, l'ennui de son autorité privée ne laisserait pas de sortir du fond du cœur, où il a des racines naturelles, et de remplir l'esprit de son venin. »